Salut les confinés, bienvenue sur Origin Story. Je suis Fabioulous, votre maître de cérémonie. Je vais vous expliquer en quelques mots, voire en quelques lettres, le principe de cette petite chronique. Pour faire simple, je vais vous raconter les origines d'un jeu, d'un film, d'un chanteur, d'une chanson. Bref, tout ce qui a une histoire à raconter. Et pour cela, je serai épaulé par mon fidèle bras droit qui n'interviendra que par le biais de ce téléphone mystique. Non, mais en fait, non, je rigole. Il n'y a absolument rien de mystique ce téléphone. Sauf à la limite pour la génération d'aujourd'hui qui ne connaît que le téléphone portable. Oui, j'écoute. Salut mon copain, c'est moi, c'est Mysterious. Tu sais, ton fidèle bras droit. Oh Mysterious, comme c'est mystérieux. Oh Fabioulous, comme c'est prétentieux. Non mais c'est juste un pseudo. Bon bah les couilles, pour moi c'est juste prétentieux. Tu sais que je t'aime, toi. Et moi tu sais que je t'emmerde, gros connard. Toujours aussi direct à ce que je vois. Ah ouais mon copain, je suis pas là pour te lécher le cul. Donc je propose pour commencer une petite devinette. Alors, c'est parti. Je suis petit, rondouillard, je porte la moustache. Je t'écoute. Je crois avoir la réponse à cette petite devinette. Vas-y, surprends-moi. Je suis Pablo Escobar. Ah, mauvaise réponse. Au revoir. Alors, je suis italo-américain. Oui. Je suis Al Capone. Ôte-moi d'un doute. Il portait pas de moustache, Al Capone. Non, mais par contre, il était bien italo-américain. Ah mais sérieux, tu fais chier, mec. Tu peux pas être sérieux 2 minutes, hein? Alors, est-ce que tu peux me laisser reprendre la devinette? Ouais, je t'en prie, pas besoin de t'énerver. Hein. Non mais, je m'énerve pas, c'est toi qui m'énerve. Caractère de merde. Donc, je reprends. Je suis petit, rondouillard, je porte la moustache, je suis italo-américain, je porte une salopette et une casquette rouge, je suis plombier, et enfin, je suis la mascotte d'une célèbre firme japonaise spécialisée dans le jeu vidéo. Je suis... Donc là, mon ami, c'est à ce moment que ce téléphone doit sonner et que tu dois me dire... Je t'écoute. Tu veux plus me parler? Tu fais du boudin? Tu te rends compte que tu m'appelles pour me faire la gueule? Putain, sérieux, tu fais chier. Mais attends, c'est toi le gros relou. Puis ta devinette, elle pue du cul. Tout le monde a capté qui c'est. C'est Tom Selleck, c'est Magnum. Tom Selleck? Magnum? Mais tu plaisantes ou quoi? Mais il est pas gros ton putain de Magnum. Et puis, il est pas italo-américain non plus ton putain de Magnum. Sans compter que Magnum, c'est des chemises à fleurs qu'il porte et pas une salopette. Et en plus, par-dessus tout, c'est pas la mascotte d'une célèbre firme japonaise spécialisée dans le jeu vidéo, ton putain de Magnum à la con. Ouais, mais il a une moustache. Oh putain. Qu'est-ce que j'ai dit? Donc, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les origines du jeu Super Mario Bros. Oui. Ou Philippe Martinez, tu sais, le mec de la CGT. Non mais t'es sérieux là? T'abuses, je viens de le dire, on allait parler de Super Mario Bros. Bon, je reprends. Sorti en 1985, Super Mario Bros. Est un jeu vidéo de plateforme développé par Nintendo pour le lancement de leur nouvelle console de salon. Conçu par Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuda. Il s'agit du premier jeu d'une longue série. La liste de titres de la franchise est d'ailleurs tellement longue que je compte pas perdre mon temps à vous la détailler.
Pourquoi quoi? Bah, pourquoi tu détailles pas? Bon. Écoute, bonhomme, je t'explique. Une trentaine de jeux sont sortis sur les différentes consoles de Nintendo depuis un peu plus de 30 ans, soit en gros un jeu par an. Mais comme les images sont plus parlantes que les mots, je vous laisse apprécier. Certains de ces jeux sont quand même des reboots de remakes de l'original. Un truc de fifou quoi. Alors on va plutôt se pencher aujourd'hui sur les origines du premier jeu. Même si d'ailleurs, le gros plombier a fait ses premiers pas dans le jeu Donkey Kong, sorti en 1981 sur borne d'arcade. Vous vous souvenez, ces putains de grosses machines qui pompaient toutes les économies des gentils têtes d'enfants? Développé par Shigeru Miyamoto et Gunpei Yokoi. Nos nouvelles recrues ont alors carte blanche pour remettre à flot le bateau Nintendo, suite à son naufrage dû au jeu Radarscope, dont 2000 bornes d'arcade sont restées à quai. C'est couillon, mais bon, passons. En bon dévoreur de pop culture américaine, Miyamoto veut concevoir à l'origine un jeu basé sur le personnage de Popeye. Mais Nintendo n'ayant les droits d'adaptation que pour les jeux de poche, il doit lui-même s'adapter et invente un autre bonhomme pour remplacer le marin à la face burinée. Pour Donkey Kong, il trouve naturellement l'inspiration du côté d'un autre gorille star connu sous le nom de King Kong. Malheureusement, Universal City Studios voit l'hommage d'un très mauvais œil. Le studio traîne la firme Nippon devant les tribunaux pour plagiat. Et oui, tous les moyens sont bons pour gratter un peu de caillasse. Pourtant, à part le fait que ce soit un gros gorille un peu débile qui kidnappe une blondasse, ça n'a pas grand chose à voir. Résultat des courses, le procès aboutit à que dalle et Nintendo remporte la partie. Fin de la petite histoire. Sinon, pour ce qui est du scénario, il est super simple mais super efficace. Mario, ou plutôt Jumpman. Ouais. Jumpman, c'est pas Michael Jordan, ça, normalement? Pourquoi tu fais ça, mec? Ça n'a rien à voir avec Jordan. Alors tu vois mon pote, Jumpman, c'est et ça restera Air Jordan. Mais bon, ça c'est toi qui vois. C'est pas moi qui vois, c'est un fait, c'est tout. Donc, notre gros bonhomme doit sauver une blondasse mise au fer par... Ah je sais, Donkey Kong, le gorille têtu. Donc, comme je le disais, le scénario est simple, mais super efficace. Tu dois traverser 4 niveaux de jeu en évitant des trucs. Tu tapes sur des machins avec un marteau. Les deux concepteurs apportent même pour ce jeu 2 innovations majeures. Les cinématiques et les niveaux de jeu multiples. Je ne vous parle pas des graphismes qui, même s'ils paraissent complètement dépassés aujourd'hui, sont une tuerie dans les années 80. C'est cool, pas compliqué, bref, c'est la clé du succès. Donkey Kong fait un tabac au pays du soleil levant et s'impose au pays de l'oncle Sam. Nintendo tient le haut du pavé dans le monde du jeu vidéo. Donkey Kong est aujourd'hui encore considéré comme un trésor pour les collectionneurs. La classe, ouais. Mais dis, tu trouves pas que tu t'égares un peu, là? Non, je trouve pas. Pourquoi tu dis ça? En fait, tu devais nous parler de Super Mario Bros et là depuis tout à l'heure tu nous saoules avec Donkey Kong quoi. Avant de parler de Mario, je trouvais intéressant d'ouvrir une parenthèse sur le premier jeu dans lequel il apparaît. Voilà, c'est fait. Tu peux fermer la parenthèse maintenant. Ok, je ferme la parenthèse. Si toi, en retour, tu fermes ta gueule. Non pas très cool mais bon, sache que je t'ai à l'œil et que je veille au grain. Très bien. Super Mario Bros. Premier du nom. Pendant de longues années, le jeu le plus bankable de la planète, dépassant les 40 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Ce jeu qui a bercé les années blanches de ma jeunesse avec ses petites musiques rigolotes et ses bugs qui me rendaient teigneux comme un chien. Bref, le premier jeu de ma première console. Comme pour Donkey Kong, nos deux concepteurs basent leur travail sur une histoire plutôt simple. Il y a fort longtemps, au royaume champignon, une blondasse, la princesse Peach. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il y a fort longtemps, au royaume champignon, une blondasse, la princesse Peach, est capturée par le méchant Bowser, chef de gang des terribles Koopas. Les gentils Toad, le peuple de la princesse, sont quant à eux changés en cailloux. Mario, qui apprend l'infamie, décide de porter secours une fois encore à la princesse. Oui. Encore l'histoire d'une pouffe qui est capturée par un méchant tyran. Niveau imagination, c'est pas ouf quand même. Ouais, mais c'est suffisant pour servir de lancement à la NES. C'est quoi la NES?
C'est la Nintendo Entertainment System, ou Famicom pour les Nippons. Mais encore. Bon, en fait, il s'agit de la nouvelle console de salon lancée par Nintendo, mais moi je préfère l'appeler la NES. C'est plus court et c'est plus cool. Donc je reprends. Il a servi de jeu de lancement pour la NES. Chut, n'y pense même pas. Et c'est en partie grâce à Mario que la nouvelle console de Nintendo a rencontré le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est aussi dans ce jeu que Luigi fait sa première apparition. Monumentale erreur. Comment ça? Putain de monumentale erreur quand tu affirmes, monsieur je sais tout, que Luigi fait sa première apparition dans ce putain de jeu. C'est une erreur de débutant, mon copain. Comment tu peux ignorer qu'il existe un jeu Mario Bros, sorti en 1983 dans les salles d'arcade? Et c'est dans ce jeu que Luigi apparaît pour la première fois. Eh ouais, ma couille, ça te coupe la chic? Dans ce jeu, les deux frères sont balancés dans les égouts de New York pour combattre des trucs. Ça fait un gros bide avant sa ressortie sur la NES en 1986. Il faut quand même savoir que, à sa décharge, 1983 est une grosse année de merde dans le monde du jeu vidéo, connu aussi sous le nom de crack du jeu vidéo de 1983. Et qui en est responsable? Eh ben, on s'en branle. Ah là, franchement, je suis sur le cul. Tu m'étonnes, là. Bravo. Eh ouais, tu peux applaudir. Et surtout, n'oublie jamais, je suis ton fidèle bras droit. Comment pourrais-je oublier? Mais tu peux m'en dire plus sur le sujet parce que là, franchement, je sèche. Eh bien, en fait, j'ai encore 2 ou 3 trucs si tu le permets. Je t'en prie, mon ami. Alors, sais-tu que c'est à ce moment que Shigeru Miyamoto décide de changer le blaze de son héros? Jumpman. Il le rebaptise du nom que tout le monde lui connaît, Mario. Et selon la rumeur, le prénom de Mario est emprunté à Mario Segali, le propriétaire des locaux du Nintendo américain. Qui lui aussi est italo-américain. Et c'est aussi à ce moment qu'il trouve plus logique qu'il soit plombier plutôt que charpentier. Le jeu se déroule dans les égouts, et qui dit égout dit aussi tuyau, et qui dit tuyau dit plomberie. Alors voilà pourquoi les deux frères sont plombiers. Alors donc, si je comprends bien, tu me prenais pour un con tout à l'heure. Quand tu faisais genre, je sais pas c'est quoi la NES, Jumpman c'est ça restera Air Jordan, et blablabli, et blablabla. Eh oui, il faisait l'idiot. Et tu trouvais ça super drôle. Bon, on est quand même d'accord pour dire que Super Mario Bros est un putain de jeu, une putain de révolution quand même. D'ailleurs, c'est un des premiers killer games. Ai-je besoin de t'expliquer ce qu'est un killer game? Pour moi, non, mais pour ton audience que t'as pas encore, peut-être. Ouais, bon, c'est vrai, c'est pas con. Donc, un killer game, c'est quand tu achètes spécialement une console pour pouvoir jouer à un jeu vendu exclusivement sur cette même console. D'ailleurs, Sega avait aussi son propre killer game. Tu parles de Sonic. Ou de Alex Kidd. Bon, bref. Revenons à Super Mario Bros. Ouais, t'as raison, va pas t'égarer encore une fois. Ouais, bref. Donc, ce jeu impose un nouveau level design. T'as saisi quelque chose? Bah, à vrai dire, je suis pas trop sûr. Ouais, moi non plus. Bref, passons. Les innovations telles que le déroulement horizontal, les boss, les sous-boss et les passages secrets sont désormais devenus des incontournables. Une révolution pour les jeux de plateforme. Pour faire simple, tu as 8 mondes à parcourir ayant chacun 4 niveaux. Au dernier niveau de chaque monde, tu pénètres un château de Bowser, tu te feras un passage jusqu'à lui ou un de ses sbires, et là, bim, tu le dégommes. Mais c'est pas tout. Pendant ton périple... Ton périple? Waouh, tu parles beau, ouais. Merci de le remarquer. Tu découvres plein de passages secrets dans lesquels tu fais ta Bernadette Chirac, récoltant des pièces jaunes. Ça te permet au bout de 100 pièces de gagner une vie. T'as aussi les Warp Zones, ces zones qui te permettent de tricher en passant des mondes sans te prendre la tête. C'est quand même assez cool quand tu sais qu'il n'existe aucune sauvegarde. Et ouais, quand t'as niqué tes 3 vies, t'es game over et t'as plus qu'à tout recommencer depuis le début. En gros, faut être un putain de crack pour finir ce jeu. Et ce n'est pas ton cas, j'imagine. Oui, et je pense que c'est pas le tien non plus. Non, c'est clair. Ouais, mais moi j'étais quand même un cran au-dessus dans le joueur médiocre quand même. J'étais, je dirais quand même une grosse burne, mais ça m'a pas empêché de passer des super bons moments avec mon frère sur ce jeu. Tout est fait pour rendre ce jeu super cool à jouer. Donc, Mario grandit quand il bouffe un champignon.
Quand il bouffe une fleur de feu, son froc change de couleur et il devient une sorte de Super Saiyan qui chie des boules de feu par les pognes. Mais le mieux, c'est quand il bouffe une étoile, il se change en boule à facettes et devient invincible pendant quelques secondes. Mais bon, il crève quand même comme une merde s'il tombe dans un trou, invincible ou pas. D'ailleurs, quand j'y pense, c'est pas étonnant que Mario soit si gros, il passe son temps à bouffer. Et ouais, le royaume champignon doit être le premier royaume vegan. Mario ne bouffe jamais de viande. Le pauvre doit se contenter d'un régime à base de légumes et de plantes. Même pas une bonne assiette de pasta à se mettre sous la dent. D'ailleurs, pour ce qui est de son physique, je trouve plutôt cool que les concepteurs n'aient pas cédé à la facilité en choisissant un mec à gros bras comme il en existe des tonnes dans les années 80. Miyamoto ne veut pas de bonhomme à la Schwarzy ou à la Stallone. Il leur préfère un héros plus banal, avec un look très simple, très facilement identifiable. Miyamoto ne laisse rien au hasard dans le chara-design de son héros, qui deviendrait invisible de toute façon dans les passages sur fond noir, à cause des moyens techniques de l'époque. Il lui colle une casquette rouge sur la tête, même solution pour dessiner la bouche avec précision. Il lui colle une moustache à la portugaise. Sa tenue, quant à elle, se doit d'être bicolore afin de différencier les bras du reste du corps. Dans un premier temps, la salopette est marron pour une chemise kaki, ce n'est que plus tard qu'il change les couleurs pour celles qu'on lui connaît maintenant. Pour Luigi, Miyamoto se fait pas chier et change simplement les couleurs de sa tenue, la salopette marron devient blanche. Voilà, assez par les chiffons. Parle-nous un peu de la musique, ça fait une plombe que j'attends que t'en parles, ma couille. Et toi, pas un mot sur le sujet. J'y viens, mon con. Eh oui, quand on parle de musique de jeux vidéo, on pense automatiquement à la musique du beau Koji Kondo. Là, t'es ironique. Ouais, c'est fort possible, ouais. Le compositeur signe pour ce jeu 6 morceaux mémorables. D'ailleurs, le thème du premier niveau est un réel casse-tête pour... Chinois. Casse-tête chinois. Tu m'appelles pour faire cette blague de merde? C'est complètement raciste. Et en plus, il est même pas chinois, mais japonais. Ouais, je sais, c'est complètement nul. Mais tu sais bien que moi, le politiquement correct, ça me fait royalement chier, quoi. Donc je disais, le premier thème est un réel casse-tête. Chaque pièce écrite est directement intégrée au jeu. Étant lui-même en cours de développement, Koji doit sans arrêt pratiquer divers ajustements, comme par exemple accélérer le tempo pour correspondre un maximum au rythme du jeu. La galère quoi. En plus, il compose tout ça sur un petit clavier électronique tout pourri. Oui. Les mecs, je m'excuse, promis. Plus de blague. Ok, je compte sur toi. Ouais, promis. Croix dégueulasse. Désolé. Ok, tout ça pour dire que Koji Kondo a composé l'une des plus mythiques soundtracks du monde des jeux vidéo. Elle est d'ailleurs devenue un classique, aussi bien dans la tête du gamer que dans celle du non-initié. Chapeau bas, monsieur Koji Kondo. Tout à l'heure, tu parlais aussi du gang des copas. Et puis, plus rien après. Alors, c'est quoi les copas? C'est qui les copas, tu veux dire? Enfin là, tu chipotes un peu, mon pote. Pour faire simple, le Koopa, c'est une espèce de tortue améliorée à la solde de Bowser. Pour t'en débarrasser, rien de plus simple, tu dois sauter dessus, comme ça tu l'immobilises et tu t'en sers de projectile sur d'autres ennemis, comme par exemple les Gombas. Bon, le Gomba c'est pas ouf, il suffit de lui sauter dessus pour l'écraser et le tuer. Mais t'as plein d'ennemis différents dans le jeu. Les plantes carnivores qui sortent des tuyaux pour te bouffer. Elles, tu peux les tuer simplement en leur balançant des boules de feu dans la gueule. Ce jeu regorge de vilains en tout genre, c'est vraiment de la balle. Il a popularisé le jeu à défilement horizontal, donnant naissance à de nombreuses suites. C'est comme ça que Mario est entré dans la légende. D'innombrables produits dérivés ont d'ailleurs bien profité en surfant sur la vague du succès, pour le meilleur et bien sûr pour le pire.
Donc, on va commencer par le meilleur. Une série télé d'animation américaine voit le jour. Elle s'appelle The Super Mario Bros. Super Show, créée en 1989 par Steve Binder et John Grootz. Le show s'étend sur 22 épisodes de 22 minutes. La particularité de cette série, c'est qu'une partie est tournée en live. Elle sert d'introduction et de conclusion à l'épisode, où Albano prête ses traits à Mario, tandis que Danny Wells y prête les siens à Luigi. Tout ça rend le show un peu kitsch mais bon, c'est l'époque qui veut ça. L'autre partie était en mode cartoon, dans laquelle nos deux plombiers et leurs potes se battent encore une fois contre Bowser, ou l'infâme Koopa dans la version française. Pas de feuilleté, pas de brisé, pas de chaud. Donnez-nous le pouvoir des super pattes et pas de potiron, mon garçon. Qu'est-ce que tu racontes encore comme connerie? Mais non, c'est pas des conneries, mon copain. C'est un cri de guerre que Mario balance quand la situation devient tendue. C'est censé remonter le moral des troupes. Ouais. Enfin, c'est loin d'être badass, leur putain de gimmick à la con. Mais bon, on va dire que c'est pour les gosses. L'idée de l'animé, c'est de reprendre des contes pour enfants et de les refaire à la sauce Mario. C'est complètement has-been. Mais un petit parfum de nostalgie enveloppe quand même cette petite série animée. L'adaptation animée reste relativement fidèle à l'univers du jeu. En France, elle est pour la première fois diffusée sur Canal+ en 1990, dans l'émission Kaboukadin. Caboucadin ou cacaboutin? Sérieux, t'étais vraiment obligé de la faire celle-là? De toute façon, l'émission a été rebaptisée par la suite Canaille Pluche, l'émission pour enfants de la chaîne cryptée. D'ailleurs, l'émission a été diffusée en clair. Son succès donnera lieu à 2 suites. Les aventures de Super Mario Bros 3, créé en 1990 et comprenant 26 épisodes de 24 minutes. Contrairement à son prédécesseur, on ne trouve ici aucun passage en live. Et ouais, ils ont peut-être trouvé que finalement l'idée était complètement con. Enfin, je sais pas trop. Et enfin, Super Mario World, créé en 1991 et comprenant 13 épisodes de 24 minutes. L'histoire se déroule désormais à Dinosaur Land, le monde de Yoshi. Vous savez, le petit dinosaure tout mignon. Et pour le pire, j'hésite même à vous parler de la catastrophe industrielle qui, heureusement, n'a fait qu'effleurer la légende. L'édifice a tremblé, mais ne s'est jamais effondré. Je veux bien sûr parler de Super Mario Bros, le film, réalisé en 1993 par Rocky Morton et Annabelle Jankel. Et quand je parle de catastrophe, je pèse mes mots. Moi j'appelle ça une bonne grosse merde. Mais tu as raison, moi je dirais même que c'est une putain de grosse chiure. Je l'ai jamais aimé ce putain de film. D'ailleurs, je crois que c'est un de mes pires souvenirs de cinéma, sur un pied d'égalité quand même avec Street Fighter, le film. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Le film bénéficie pourtant d'un casting 3 étoiles. Bob Hoskins, qu'on a pu voir dans le génial Qui veut la peau de Roger Rabbit, tient ici le rôle de Mario. John Leguizamo, alias Benny Blanco, l'homme du Bronx, dans le rôle de Luigi. Et enfin, pour le terrible Bowser, renommé Roi Koopa dans le film, rien de mieux que feu Dennis Hopper. Paix à leurs âmes. Comment elle a pu se mouiller dans une merde pareille? Argent facile. Ouais, t'as raison, c'est certainement pareil pour les autres. Rien n'est bon dans ce film, putain. L'histoire est pourrave, les acteurs surjouent, à se demander si quelqu'un sait ce qu'il a à faire dans ce putain de film. Ont-ils même déjà joué au jeu au moins une fois dans leur vie, pour être à ce point à côté de la plaque? D'ailleurs, tout ce putain de film est à côté de la plaque. Je le répète, c'est une grosse déception. Il a clairement la réputation qu'il mérite. C'est un échec aussi bien critique que public. D'autres youtubeurs en ont d'ailleurs fait une chronique assez rigolote. Je pense avoir bien résumé l'histoire de ce jeu. Je me suis même parfois égaré dans des détails, mais j'ai l'intime conviction que c'était nécessaire à la bonne compréhension de son origin story. C'est par amour du risque que Nintendo a su offrir la recette magique d'une réussite à tous les niveaux. Shigeru Miyamoto et Takashi Tezuda ont su rendre ces lettres de noblesse à un art qui déclinait pourtant au début des années 80. Depuis, rien ne semble pouvoir arrêter la fulgurante ascension de cet univers qui déchaîne toujours autant les passions, voyant son nombre d'adeptes s'accroître au fil des années.
Je suis même assez content d'avoir été témoin de tout ça. Même si je ne suis pas ce qu'on appelle un geek, je garde un excellent souvenir de cette période dans laquelle Nintendo et Sega se menaient une guerre sans merci, que l'on peut comparer à l'éternelle rivalité qui oppose le PSG à l'OM, ou encore celle qui oppose NTM à IAM. Deux clans, deux écoles, en gros deux familles qui aiment se détester. Bon, cette émission touche à sa fin. Ça n'a pas été de tourpeau, je vous l'avoue. J'ai rencontré un léger imprévu durant son élaboration. Un imprévu que malheureusement tout le monde connaît sous le nom de Covid-19. Donc je ne vous cache pas que ça a été quand même compliqué pour mon dépucelage youtubesque. Donc s'il vous plaît, un peu de tolérance les mecs. Vous pouvez commenter et laisser un petit pouce bleu ou alors simplement passer votre route, c'est vous qui voyez. Même prisonnier de vos murs, vous en êtes pas moins libre. Sur ces bonnes paroles, veuillez recevoir, messieurs, dames, l'expression de mes sentiments distingués et surtout, prenez soin de vous en attendant des jours meilleurs. Votre maître de cérémonie, Fabulous. Oui. Et Mysterious, t'allais encore m'oublier, grosse merde. Mais non, voyons. Sur ce, je vous salue les confins. Ouais, c'est ça, salut tout le monde. Bon, on fait quoi là? On va prendre l'apéro ou on s'encule?